Notre planète Terre est issue de l'univers et c'est une condensation des éléments au moment de la formation du système solaire. Parmi ces éléments, évidemment, il y a l'eau, qui est une particularité de la Terre. La Terre vit avec les océans, la Terre solide, je dis. Évidemment, les océans, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre et les coûts d'exploration sont presque aussi colossaux que les coûts pour aller dans l'espace. L'interaction entre la mer, la planète solide, au fond des océans, font des réactions chimiques qui, et c'est des découvertes récentes, en particulier de la France, découvrir qu'il y a des fluides qui sortent des océans. L'océan prend une place accrue et en particulier, simplement, si on regarde le niveau de montée des mers, la compréhension des océans probablement sera la clé de l'avenir de la Terre. Le Soleil, c'est la fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire se propage sur la Terre par la photosynthèse, la vie. Cette photosynthèse se transforme au cours des temps en produits organiques qui s'accumulent dans les océans et fait ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le charbon. L'homme au néolithique, une fois qu'il avait tué tous les ours autour, il changeait de grotte. Donc une question maintenant, c'est qu'on aura consommé notre planète. Est-ce qu'on peut bouger? Pour l'instant, c'est vrai qu'on est assigné à résidence. Donc je pense que là, on est destiné à gérer notre planète. Notre consommation d'énergie fossile, c'est monstrueux, c'est des océans qui sont consommés d'hydrocarbures. Il n'y aura pas de fin des énergies fossiles puisqu'elles se renouvellent à un rythme lent, mais elles se renouvellent. Le problème, c'est le coût. Le coût, d'une part, le coût direct d'exploitation et le coût secondaire de pollution. Et avec une question fondamentale, il faut changer de mode de vie. Une des idées, c'est de dire quelle énergie utiliser pour demain. Il y a un pays qui est le premier qui a émis cette hypothèse et qui en a au moins fait une étude de possibilités. C'est un pays qui vit sur cette ride médio-océanique au milieu de l'océan et qui habite là, c'est l'Islande. Évidemment, ils sont posés sur l'océan et ils ont évidemment la première idée qu'ils ont, ils ont des sources géothermiques qui crachent de l'hydrogène. Iceland has now reached a stage where 80% of our energy comes from renewables. I often refer to that the real hydrogen island, the mysterious island in Jules Verne's dream is really here in Iceland. And the most, I think, important substitute is Jules Verne's water. Is water with electricity, electrolysis and hydrogen. So the idea with the Hydrogen Society in Iceland is to complete this transition. Look, this is the illustration of Jules Verne's dream. You have water as the main ingredient, main sort of primary fuel, if you like, and then you split the water into oxygen on one hand and hydrogen on the other hand. You can see the bubbling of the two types of gases. Parler d'économie de l'hydrogène, de société de l'hydrogène, ça paraît utopique. Et donc une des idées, c'est de transformer, prendre l'hydrogène de l'eau, avec des procédés de toutes sortes, qui transforment l'eau, qui cassent l'eau et qui la transforment en hydrogène, qui est stockable dans des ballons, dans des réservoirs souterrains, et qui ensuite peut être brûlé, soit directement, soit dans des piles à combustible qui fabriquent l'électricité. Il y a un hydrogène que tout le monde connaît, c'est évidemment l'hydrogène qu'on fabrique. Ça se fabrique par électrolyse, ça se fabrique par transformation des carbones. Il y a deux grands lobbies qui évidemment voient arriver le changement d'une manière générale avec problématique. Pas tellement qu'ils soient contre, mais probablement parce qu'ils ont engagé beaucoup d'argent, mais que changer coûte cher. D'un côté, les milieux pétroliers. Le deuxième lobby, évidemment, c'est celui du nucléaire. Pour les uns, produire de l'hydrogène artificiel. Pour les autres, aller chercher de l'hydrogène naturel. Ces sources, évidemment, elles ne sont pas très connues, pour ne pas dire quasiment inconnues. Et il y a les plus grandes sources que l'on connaisse sont évidemment au fond des océans. Et donc là, on arrive au fonctionnement fondamental de la Terre, qui est la réaction entre l'eau de mer et les magmas qui sortent au milieu des océans.
Donc vous savez que la tectonique, ce qu'on appelle la tectonique des plaques, les océans c'est le lieu où les plaques dérivent en s'écartant. Le magma remonte dans ces grandes failles, des grands volcans sous-marins que personne ne voit, qui sont à grande profondeur, entre 2500 et 4000 mètres de profondeur. L'eau de mer s'infiltre, réagit avec le magma et fabrique une roche qu'on appelle la serpentine. D'un côté, on sort la roche et d'un autre côté, sort l'hydrogène que pour l'instant, on n'utilise pas et qui sort par millions de tonnes au fond des océans. Ces sources naturelles d'hydrogène sont un complément utilisable à coût raisonnable. Pour ça, il faut connaître comment fonctionnent ces sources, si on peut finalement, avec des moyens, les moyens de l'industrie du pétrole, avec des espèces de cloches ou quelque chose, on aille capter l'hydrogène qui est pour l'instant perdu. L'Institut national des sciences de l'univers essaye de pousser nos partenaires publics à installer des observatoires sous-marins qui vont pouvoir suivre sur une longue durée ce qui se passe au fond de l'océan, comprendre comment ces processus océaniques se passent, et il nous faut absolument pouvoir accéder à la mer. Et on est certainement à l'orée d'un grand changement. On va vers une planète propre, avec l'homme qui intègre l'énergie dans son fonctionnement de base. Donc l'hydrogène, c'est pour beaucoup la société de demain.